Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Vous commencez à connaître la chanson, même si je parle d'oiseaux, ce n'est pas fait exprès, ou plutôt on parle d'oiseaux, puisque nous revenons sur nos découvertes lors de ces 7 derniers jours dans le monde de l'ornithologie bien sûr. Comment ça va Sophie ? Écoute, ça va très bien, un petit peu frisqué ici par chez nous, mais bon, c'est l'hiver, hein, donc on s'y fait. Bah écoute, nous on a une grosse vague de chaleur cette semaine, et là ça s'est arrêté, ça fait du bien. On passe progressivement dans l'automne météorologique, hein, ça va démarrer d'ici quelques jours. Et donc du coup, bah, qui dit automne météorologique dit retour des migrateurs. Voilà. Même si certains sont déjà partis, à l'image de la pigrièche écorcheur qui elle part généralement mi-août, bah on va sans doute avoir plein d'oiseaux qui vont arriver, voire qui vont passer directement. J'espère bien. En ce début, fin août, début septembre déjà, quelques routes migratrices, donc c'est cool. C'est cool. Hein. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Et ben aujourd'hui, on va parler de manchots, et de manchots empereurs, donc les grands. Et moi, je vais parler de combattants variés. Je vais commencer parce que c'est un sujet un peu technique aujourd'hui. On commence par le dur, direct. Qui contient de la génétique, qui contient de la génétique. Donc, surtout, si je dis des bêtises, n'hésite pas à me reprendre parce que je peux dire des bêtises. C'est une étude qui date de 2015, du 16 novembre 2015, donc c'est pas tout récent, hein. C'est mené par Clemens Cooper et son équipe, et c'est une étude qui nous parle du combattant varié, et du fait que les mâles combattants variés ne se ressemblent pas tous. Peut-être que tu le sais, puisque c'est un oiseau qui est assez présent en Afrique du Sud. J'ai été assez surpris de ça. On le trouve très très bien en Europe aussi. On le trouve aussi, il y a une grosse colonie en Inde de combattants variés. On le trouve un peu sporadiquement aussi en Amérique du Nord notamment, un tout petit peu en Amérique du Sud. Mais grosso modo, les zones principales où on le retrouve, c'est Europe, Inde et le sud de l'Afrique. Pas forcément Afrique du Sud uniquement, mais le sud de l'Afrique en tout cas. Je t'avoue, j'en ai jamais vu par chez nous. Ouais, non, j'en ai jamais vu par chez nous. Pourtant, alors il y a d'autres oiseaux qui lui ressemblent, mais le combattant varié, pas vu. Alors peut-être pas de bol, hein, mais... écoute, sache que eBird signale l'oiseau présent assez fréquemment du côté de l'Afrique du Sud. J'ai juste pas eu de bol, alors. T'as juste pas eu de chance. Bah oui, tu as regardé des pigargues vocifères, mais pas de combattants variés, c'est dommage. Ouais, ça, je fais ça à l'envers. On en avait parlé la semaine dernière du système de Lek. Pour ceux qui étaient avec nous, on a parlé du Strigops kakapo et du système de Lek. Le Lek, qu'est-ce que c'est ? On rappelle, ce sont des dizaines de mâles qui se réunissent et qui vont faire la cour, qui vont s'affronter. Dans le cadre du combattant varié, c'est de l'affrontement pour essayer de séduire les femelles. Et donc, ces formations de Lek, eh bien, elles sont très importantes pour des mâles dits indépendants. Ce sont des oiseaux qui ont une collerette noire avec un petit peu de orange à la base du bec, que vous verrez en photo. Mais ces individus qu'on appelle indépendants ne sont pas les seuls, puisque tournent autour de ces lecs, ou proches justement de ces lecs, des individus que l'on dit satellites, qui eux possèdent une collerette blanche. Alors ce sont les termes qui sont utilisés dans l'étude, il n'y a pas vraiment de véritables termes qui les définissent. Et ces satellites, qu'est-ce qu'ils font ? Ils tournent autour justement des mâles principaux qui eux ont un territoire à défendre, et leur objectif c'est de choper une ou deux femelles au passage si une des femelles n'est pas intéressée. Et on a, et ça c'est extraordinaire, ce qu'on appelle les faders. Alors c'est un terme qui se rapproche en ancien anglais du terme pair, qui, on va dire, va avoir une certaine signification ici, parce qu'encore une fois, c'est un mâle qui va tenter de se reproduire avec une femelle, sauf que ces faders vont avoir une petite particularité, ils vont ressembler aux femelles, en fait. Ce sont des individus qu'on peut prendre pour des femelles, et eux leur objectif ça va être de tromper leur monde. C'est pour ça qu'on les appelle des trompeurs ou des tricheurs. Il y a certaines personnes qui parlent aussi, certains scientifiques qui parlent de travestissement, pour justement avoir
la possibilité de se reproduire. Donc ce sont les 3 types de mâles, entre guillemets, plus les immatures qui, eux, ne représentent qu'un très très faible pourcentage de toutes les reproductions qui se font à l'année, l'ordre de 1 ou 2% selon l'étude, ce qui est très très faible. Ouais. Et leur objectif, pour ces mâles qui sont très différents de l'indépendant qui sont très différents de l'indépendant, c'est-à-dire les satellites et on va dire les tricheurs ou les travestis, c'est de développer de nouvelles stratégies de reproduction pour dépenser moins d'énergie. Parce que défendre un territoire chez les combattants variés, c'est extrêmement demandeur en énergie. Et il s'est passé, il y a environ 4 millions d'années, quelque chose qui fait que certains mâles ont adopté diverses stratégies. Et c'est là que tu vas sans doute rentrer en jeu, parce que je vais sans doute dire des bêtises. Ça, c'est pas dit. Il s'est passé, il y a 4 millions d'années, des réorganisations chromosomiques dans ce qu'on appelle le chromosome 11 des oiseaux. Et ce qui est associé à ce chromosome 11, c'est ce qu'on appelle un supergène. Alors un supergène, pour faire simple, c'est grosso modo un gène qui va contrôler plusieurs, pas fonctions, mais qui va contrôler plusieurs paramètres finalement de l'individu. Tu m'arrêtes encore une fois si je dis alors un supergène, c'est un set de gènes. Donc en gros, c'est un groupe de gènes plutôt. Donc il n'y en a pas qu'un seul normalement dans le truc. Donc je crois que le CNRS définissait ça comme une espèce de valise en fait. Ouais, t'as plusieurs gènes dedans. Sur certaines de leurs études. Et donc sur ce super gène, il y a 125 gènes approximativement qui marquent des différences. Donc pour voir ces différences, les scientifiques ont étudié ce qu'on appelle les SNP, les Single Nucleotide Polymorphisms. Donc pour faire simple, vous avez de l'ADN et dans cet ADN, vous avez des bases azotées, A, T, C, G. Vous connaissez forcément les lettres. Et bien des fois, ce code va être un petit peu modifié. Il va y avoir une lettre qui va être substituée par une autre. Et c'est justement ce que les chercheurs ont essayé d'identifier parce que la très très grande majorité de ces changements n'a quasiment pas d'incidence en fait sur les individus. À défaut, ou plutôt en revanche, certains peuvent mener tout simplement au décès de celui-ci. Donc l'objectif, c'était de savoir si il y avait des changements qui s'opéraient. Et effectivement, on a remarqué qu'il y avait 125 gènes sur ce chromosome 11 qui changeaient. Et selon les changements qui sont opérés, nous avons soit un indépendant, qui est, on va dire, le gène dominant, soit des satellites, soit des tricheurs ou des travestis en fonction de ce qui se passe. Et donc voilà, on a des phénotypes qui sont totalement différents. Pour la petite histoire, on connaissait déjà le fait que on avait des mâles qui ressemblaient à des femelles qui se travestissaient entre guillemets. C'est une étude qui date de 2006, donc c'est pas tout à fait récent. Mais cette étude de 2015 permettait de mettre entre guillemets en évidence ce qui se passait réellement au niveau du mécanisme génétique, parce qu'on pouvait penser que ça pouvait être aussi d'autres paramètres, mais ce sont bien des paramètres génétiques qui ont conduit justement les combattants variés pour certains mâles à changer de phénotype et soit à être satellite par rapport à un adulte indépendant dominant, soit à se fondre dans la masse des femelles. Voilà, j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises parce que c'est pas forcément toujours des trucs très faciles à expliquer. Mais voilà, grosso modo, retenez qu'il y a 3 types de mâles. 4 si on compte les immatures, mais comme je vous l'ai dit, ils rentrent quasiment pas dans l'équation, et que c'est un comportement qui est observé chez le combattant varié, et à ma connaissance uniquement chez le combattant varié. Peut-être que toi tu auras peut-être connaissance d'autres oiseaux qui ont ce genre de comportement-là. Des oiseaux non, mais je sais que du côté c'était des seiches ou des calmars, un des deux il me semble, je crois que c'est des seiches. Il y a donc pendant la saison de repro généralement un mâle qui va essayer de dominer et va essayer de protéger sa femelle en fait, et les mâles vont afficher des colorations différentes et des
comment dire, des formations du manteau. Donc le manteau, c'est la peau qui recouvre l'animal hein, sur ces animaux-là, et qui vont être un peu différentes des femelles, et notamment ils vont avoir des sortes de des marquages différents sur le manteau qui peuvent exprimer, parce que vous savez qu'ils peuvent changer la couleur de leur manteau pour le camouflage, pour de la communication, pour plein de choses. Et en fait, donc les plus gros mâles, généralement, ils ont cette stratégie de je vais montrer que je suis un gros mâle, je parade, je fais mon truc nuptial et j'essaie de choper ma femelle. Hein. Et puis, il y a les petits mâles qui ont clairement pas la chance d'aller se fighter avec les gros, qui vont, eux, avoir une stratégie très différente. C'est qu'au lieu d'exprimer les mêmes caractéristiques physiques qu'un mâle, ils vont exprimer sur leur manteau les caractéristiques physiques d'une femelle. Donc en fait, ils vont faire comme s'ils étaient une femelle pour se rapprocher du couple, du mâle dominant qui est en train d'être au-dessus de sa femelle et de la femelle qui est en dessous, du coup, qui l'a récupéré en quelque sorte. Et donc ils vont s'introduire entre les deux. Le mâle va le laisser faire, il va croire que c'est une autre femelle qui arrive, ça le dérange pas du tout, il s'en fiche, c'est pas un compétiteur. Et donc le petit mâle arrive à se faufiler et va se reproduire avec la femelle en dessous du gros mâle, ni vu ni connu. Donc on a des stratégies comme ça chez d'autres animaux qui sont quand même assez incroyables. Extraordinaire. Alors c'est pas des oiseaux, je suis désolée. C'est pas grave, c'est quand même super intéressant. Évidemment, cette étude met un petit peu en évidence quelque chose, et là peut-être que tu rentreras un petit peu plus dans le détail que moi, c'est cette notion de transidentité qu'on peut retrouver dans la nature, peut-être différente de ce que l'on a du côté des humains, mais c'est quelque chose qui existe. Il n'y a pas comment dire, il n'y a pas une j'essaie de trouver des bons mots pour éviter d'être blasphématoire ou autre, mais il n'y a pas de problématique vis-à-vis de ce genre de choses-là dans le monde animal avec là pour le coup le bécasse ovarié, et puis tu parlais aussi de sèche, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Mais après, ça reste des stratégies de reproduction. Je veux dire, ça reste un mâle de ce côté-là. Ça reste aussi un mâle qui essaie de se reproduire avec des femelles, même s'il a un display qui est différent. Il y a une sorte de polymorphisme au niveau de la couleur et de la forme du mâle. Mais ce qui se passe pour la sèche, c'est que c'est clairement volontaire, ce changement de morphologie. Parce qu'ils peuvent le faire, ils peuvent modifier leur coloration à volonté. Bon, c'est incroyable, dans une certaine limite. Mais bon, le manteau est complètement contient des sortes de photorécepteurs qui peuvent être modifiés à loisir. Par contre, pour les oiseaux, c'est pas le cas. Le supergène, avec les mutations dont tu parlais, c'est single nucleotide polymorphism, qui sont donc sur ces différents gènes, ne sont pas modifiables par l'oiseau. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a sa génétique déterminée quand il est dans l'œuf, il ne pourra pas le modifier le reste de sa vie. Il restera comme ça, puis c'est tout, fini. Donc c'est un peu différent à ce niveau-là, c'est sûr. Donc je ne sais pas si on peut vraiment parler de transidentité. Ça me semble un peu... Bon, je sais pas. Après, c'est vrai que c'est un phénotype, c'est clairement un phénotype différent, on est d'accord. Mais je sais pas si l'oiseau se considère comme faisant partie d'un groupe différent, j'en sais rien. Je sais pas, faudrait lui demander. J'en sais rien. Est-ce qu'il a conscience de ça? Je ne sais pas. C'est intéressant d'ailleurs. D'ailleurs, je sais pas, ça m'amène une question. Est-ce que du coup, le comportement est différent du coup de cet oiseau qui n'a pas le même phénotype donc j'imagine que c'est décidé aussi par ces supergènes. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne parce que j'ai pas lu l'étude en question. Alors je crois qu'il y a des trucs qui étaient à l'époque encore incertains vis-à-vis du fonctionnement complet de la séquence. Après, il y a peut-être des choses que toi, avec ton œil d'experte, tu identifieras comme très importantes, que moi j'ai pas forcément vu. Mais effectivement, il disait que c'était comment dire. Il y avait au niveau de l'architecture de la génétique, il y avait pas mal de choses qui restaient encore très peu connues. Après, peut-être qu'il y a des études plus récentes qui ont levé le voile sur certains de ces mystères. Mais en tout cas, voilà, pour cette étude donc sur le supergène et ces bécasseaux variés, qui portent bien leur nom finalement, parce que ils sont très variés. Très très variés.
Non, mais c'est super intéressant. Faudra que je lise plus. Je sais que les supergènes, ça a encore été des objets d'étude encore très très récemment et on comprend pas encore comment ça fonctionne ni comment ça peut se mettre en place de prime abord. Donc J'avais très peu étudié ça, moi, à l'université. Ça fait 5 ans, 7 ans. Et j'avais très peu étudié entre guillemets, ce phénomène que peut être le supergène. Mais c'est extrêmement intéressant. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir vis-à-vis ça, parce que comme on l'a dit, un supergène, là on vous a parlé par exemple du fait que les mâles pouvaient changer de morphologie et autres, ce qui implique déjà énormément de changements en soi, mais ça peut coder pour des fonctions vitales ou non vitales, ça peut coder pour une couleur des yeux par exemple et le fonctionnement d'un organe en particulier, donc c'est toujours un petit peu compliqué à bien saisir. Moi en tout cas c'est comme ça que je l'avais compris à l'époque. Ouais. Mais c'est surtout que on les étudie beaucoup justement de nos jours avec ces histoires de différents phénotypes. Donc ça a été très étudié chez les oiseaux évidemment, chez les poissons aussi, chez les papillons, enfin bref, il y a pas mal d'espèces comme ça, ou de groupes pour lesquels on a étudié les supergènes parce que au niveau phénotypique, ça inclut vraiment des changements, comme tu l'as vu avec cet oiseau-là, qui sont vraiment drastiques. Et on se demande encore jusqu'à quel point ça peut changer en fait, et jusqu'à quel point ça peut donner des changements aussi drastiques que ça. Et c'est super intéressant, mais c'est super complexe. Ah oui, c'est terrible. Après, comme je vous l'ai dit, vous retrouverez bien évidemment l'étude dans la description si vous voulez avoir davantage d'informations. Et puis si vous avez des connaissances, n'hésitez pas à les apporter aussi en commentaire ou sur le compte Twitter de l'émission. Mais assez parlé de technique, parce que c'était quelque chose de pas évident. Tu vas nous parler de Manchot Empereur. Et malheureusement, on va beaucoup moins bien se marrer. Ouais, je suis désolée, j'amène toujours des news qui sont pas top. C'est terrible. Et je rigole en plus. Oh mon dieu. Bref, moi je vais vous parler de Manchot Empereur. Parce que la pauvre bête, elle a quelques soucis. Encore une qui a des problèmes. Désolée. Il y a eu une étude qui est sortie encore il n'y a pas longtemps sur ces pauvres manchots empereurs qui ont des problèmes à cause des réductions des calottes glaciaires autour de l'Antarctique. Alors le manchot empereur, c'est un oiseau qui, comme vous le savez, vit dans des endroits qui sont polaires. Donc nous, on n'y va quasiment pas à part pour faire des études, sur les manchots notamment. Il y a une base scientifique en Antarctique, justement. Oui, mais c'est si vous voulez, le climat est tellement dur pour nous que pour les nouvelles études sur les manchots empereurs, souvent les gens, ils y vont même plus, ils envoient des drones. Parce que les études à base de drones, c'est quand même vachement plus simple d'envoyer un drone qui va voler pour aller repérer ta colonie de manchots empereurs plutôt que d'y aller toi-même à pied. Ou en bateau, ou n'importe. C'est quand même vachement plus simple de balancer un drone qui, lui, sera pas trop embêté par la température ambiante, alors que toi, il va falloir que tu planifies ton voyage, tes provisions, tout ton équipement, parce qu'il faut résister au froid, enfin bref, c'est super complexe. Je rebondis là-dessus, mais il y a un véritable tourisme qui a lieu justement. Oui, ça aussi. Et c'est quelque chose qu'on veut, justement limiter. Il y a ce qu'on appelle des ornithotours ou des birding tours qui s'organisent justement en Antarctique pour voir justement, ou proche de l'Antarctique, pour voir justement des oiseaux rares que l'on ne trouve que là-bas. Et ça, c'est aussi un problème que l'on a tendance à pas soulever. Et pourtant, c'en est un véritable problème. Et c'est assez intéressant de voir que les scientifiques commencent à réfléchir aussi à ce genre de solution pour éviter la dégradation des conditions.
C'est ça, exactement. Et bah, c'est plus simple pour eux, quand même. Ça doit certainement coûter moins cher aussi. Je pense qu'au niveau des fonds, pour aller envoyer une équipe de recherche sur place plutôt qu'envoyer un drone, tu dois... Bon, t'as l'achat du drone de base ou peut-être la location, je ne sais pas. Mais ça doit quand même te revenir beaucoup moins cher au final d'envoyer un drone pour aller surveiller plusieurs colonies à la fois en plus, parce que tu veux faire balader plusieurs endroits. Et vraiment, tu peux surveiller les oiseaux en plus sans vraiment les embêter parce que tu es suffisamment haut dans le ciel pour qu'au final... ça n'ait pas beaucoup d'impact sur leur reproduction non plus. Donc c'est ce qu'ils font dernièrement, et donc dans cette étude, ils étaient allés voir 4-5 colonies du côté de la mer de Bellinghausen. Donc c'est du côté de l'Amérique du Sud, si vous voyez un peu où c'est la partie la plus proche de l'Amérique du Sud. Le problème de cet endroit-là, c'est bon, on ne savait pas trop s'il y avait des colonies de manchots à cet endroit-là, mais du coup ils sont allés voir. Le problème, c'est que cet endroit-là, comme beaucoup d'endroits dans ce cercle-là, commence à avoir des réductions au niveau de la calotte glaciaire. Et si vous le savez, le manchot empereur, ça niche sur certaines calottes glaciaires, donc pendant la période de nidification, ils vont essayer de trouver un endroit qui soit un peu protégé par des sortes d'icebergs, enfin des endroits où il y a des sortes de montagnes autour pour qu'ils soient protégés un peu du vent, que ce soit plus simple pour eux quand même. Et puis ils vont trouver donc un endroit assez plat, entre deux endroits un peu plus hauts pour faire une colonie. Et ces colonies, normalement, elles sont sur la glace. Vous savez tous que il y a d'ailleurs des petits problèmes quand ils sont sur la glace et quand ils doivent transférer l'œuf d'un parent à l'autre, par exemple. Si jamais l'œuf tombe au sol, l'embryon qui est à l'intérieur gèle automatiquement et l'œuf est perdu, par exemple. Bref, donc ils nichent sur la glace, quoi, hein. Il n'y a pas d'autre endroit. Ils ont l'œuf qui repose sur leurs pattes et puis voilà, c'est là où ils sont normalement. Donc en fait, si vous réduisez ces calottes glaciaires, si vous leur enlevez cet endroit où normalement ils vont se reproduire, ben en fait vous enlevez aussi la possibilité pour ces oiseaux de se reproduire. Et donc dans cette étude qu'ils ont sortie il n'y a pas longtemps, ils ont remarqué que de toutes les colonies qu'ils avaient étudiées, ils avaient remarqué qu'il y avait tellement de réduction au niveau des calottes glaciaires que il y a eu à peu près sur 5 colonies, 4 des colonies n'a eu aucune reproduction en 2022. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu un seul petit dans ces 4 colonies. Ce qui veut dire que si ça continue à ce rythme, et ben par la fin, dans 2100, donc à la fin du siècle, on peut déjà considérer l'espèce éteinte. Donc, si on continue, et donc ils ont fait quelques modèles, hein, ils ont expliqué, ils ont regardé, et en gros, si on continue au même rythme auquel on est en ce moment, avec un réchauffement climatique qui va en continuant, hein, pas besoin de l'augmenter plus que ce qu'il y a en ce moment, hein, juste on garde le même, et ben ils considèrent que 90% des colonies de manchots empereurs seront éteintes d'ici la fin du siècle. Voilà. C'est fou ça. Donc voilà, pour les bad news aujourd'hui, on est pas mal. Désolée pour ça. Ah ouais, c'est terrifiant quoi. Aucune aucune reproduction. Aucune reproduction dans 4 des 5 colonies qui ont été étudiées pour cette étude dans la mer de Bellinghausen. Mon Dieu. Wow. Le problème, c'est que y a eu un petit peu de glace, donc la reproduction a commencé au site de nidification, mais le problème, c'est que la glace a fondu tellement vite qu'en fait, les jeunes n'ont pas eu le temps d'avoir des plumes qui soient capables de résister à l'eau de mer, sans pour autant enlever cette capacité de rétention de l'air, si tu veux, à l'intérieur, qui fait comme un coussin d'air qui permet de faire comme une doudoune autour du corps quand le manchot va dans l'eau. C'est un peu le principe des plumes de manchot, c'est que ça forme une couche protectrice qui permet d'empêcher que l'eau ne rentre à l'intérieur et que ne soit dans le duvet, et donc ne mouille le manchot à l'intérieur et ne lui fasse vraiment froid. Parce que même avec une couche de protection comme ils ont beaucoup de graisse, hein, ça recouvre le corps, mais c'est pas suffisant pour les garder au chaud. Donc cette couche de plumes isolante
ce duvet à l'intérieur des plumes qui, elles, sont résistantes à l'eau, est ultra important pour leur survie. Donc si jamais ça s'est mouillé, c'est foutu. Donc les petits n'ont pas eu le temps de développer cette couche de plumes protectrices qui est normalement le plumage adulte, avant que la glace ne fonde, et ben voilà, du coup tous les petits sont morts et la reproduction a été perdue. C'est un peu le problème. Voilà, incroyable. Incroyable. Alors, est-ce qu'on peut espérer quand même que ça s'améliore cette année, parce que on a eu des températures très froides en Antarctique. On a même eu, on n'a pas été proche de, on n'a pas été au record, mais on était assez proche sur certaines périodes. Donc, est-ce qu'on peut espérer une meilleure reproduction cette année On ne sait pas, parce que là, ils ont monitoré ça depuis 2016, en fait. Et depuis 2016, on a eu... donc ça fait quoi ? On est en 2023 aujourd'hui. Donc ça fait 7 ans. Oui, en 2023. C'est ça, donc en 7 ans, on a eu les 4 années les plus chaudes depuis 45 ans. Et du coup, c'est les 4 années où la glace a été la plus fine et la plus réduite autour de l'Antarctique. Entre 2018 et 2022, à peu près 30% des 62 colonies connues de manchots empereurs en Antarctique ont été affectées par une perte partielle ou totale des calottes glaciaires aux endroits de la reproduction. Et donc, ce n'est pas bon du tout. Voilà. Et alors on est encore plus mal, parce que c'est des oiseaux qui requièrent des conditions tellement difficiles à reproduire en captivité qu'il y a très peu de zoos. Ah non, il y a quelques zoos qui les reproduisent avec plus ou moins de succès, mais il y en a un notamment, c'est à San Diego Zoo, donc aux USA, qui arrive à maintenir des manchots empereurs en captivité, qui a eu un peu de repro, d'ailleurs, un petit peu, mais... J'ignorais... Ils ont tout un habitat qui est dans des températures du coup très très froides, qui est maintenu comme ça, donc il est contrôlé au niveau de la température et de l'humidité. Mais ça demande un investissement en énergie, en temps, etc., qui est énorme, qui ne permet pas aux zoos les plus petits de consacrer ça à cette espèce. Donc en fait, en captivité, on a très peu d'individus de cette espèce et ça ne permettrait pas d'avoir suffisamment de diversité génétique pour pouvoir maintenir l'espèce et espérer la faire survivre encore juste en captivité pour pouvoir la réintroduire si plus tard les conditions sont meilleures. C'est un peu le problème avec ce genre d'espèces qui ont besoin de milieux très spécifiques. On n'a pas la capacité en captivité, ou très très peu, d'avoir une population suffisamment grande pour soutenir une diversité génétique nécessaire au maintien d'une population captive qui soit possiblement réintroduite après, plus tard, une fois que les conditions sont améliorées. C'est un peu le problème. Est-ce qu'on peut penser à la création à court terme d'un programme de conservation, du coup, mais d'un programme de conservation non pas en Antarctique, mais directement, alors tu parlais du zoo de San Diego, mais je ne sais pas, créer un endroit très spécial où on pourrait, entre guillemets, rassembler une colonie de manchots et essayer de faire perpétuer l'espèce. Bon, ça demanderait un coût énergétique, monétaire absolument dingue. Mais est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable ? Bah, pourquoi pas, mais encore une fois, il faudrait, comme tu dis, il y a un coût, c'est financier. Le problème de base se pose, qui va donner les fonds pour financer ce genre de choses ? Et le deuxième problème derrière, c'est qu'une seule colonie ne suffira pas. Pour avoir suffisamment de diversité génétique, il va te falloir plusieurs colonies de par le monde. Donc il va falloir que tu investisses la même somme extravagante plusieurs fois dans le monde entier. Et l'autre question qui se pose aussi, c'est dans notre monde actuel qui se réchauffe avec les problèmes climatiques qu'on a, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de prendre ces manchots et de les mettre dans un autre endroit qui sera de toute façon plus chaud que l'Antarctique, donc il va falloir ramener aux conditions normales de l'Antarctique avec à grands coûts de climatiseurs et de dépenses énergétiques énormes. Est-ce que ça vaut bien le coup ? Voilà, c'est des questions à se poser aussi. Bah, c'est toujours des questions à se poser pour les programmes de conservation et surtout pour des espèces aussi difficiles justement à conserver que les manchots empereurs. Puis je crois que la reproduction du manchot empereur en plus limite justement ça, puisque je crois que c'est un œuf par an, c'est ça, ou un œuf tous les 2 ans, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est très limité, exactement. Et c'est par couple, évidemment, par couple de manchots, parce que alors, ils ne sont pas forcément toujours dans le même couple, mais c'est une reproduction qui ne permet qu'un œuf par femelle par an.
Donc c'est très très faible, et évidemment, si jamais on perd une année de reproduction, c'est déjà dramatique. Donc on imagine que ce qui s'est passé cette année, c'est une catastrophe. Ah oui, c'est une catastrophe, oui. L'espèce va mettre plusieurs dizaines d'années avant de s'en remettre. Hein. Si elle s'en remet, c'est vraiment... ça. si elle s'en remet, bien sûr. Si elle s'en remet, bien sûr. Voilà. Mais c'est pas une espèce résiliente, comme on appelle résiliente. C'est par exemple le merle noir, où vous avez, je sais pas, une maladie qui se propage dans le groupe des merles noirs. Vous allez avoir une forte diminution, mais l'espèce va quand même réussir à remonter. Là, pour le manchot, on n'est clairement pas dans cette optique-là, donc c'est catastrophique, effectivement. Je suis choqué d'apprendre le terme zéro par rapport à ces colonies. C'est dingue, quoi. C'est triste, mais c'est malheureusement l'étendue des dégâts qu'on ne voit pas encore à notre échelle en Europe, mais qui sont déjà visibles sur d'autres parties du globe. Et c'est pas juste un trou dans la couche d'ozone, hein, c'est beaucoup plus embêtant que ça. Il y a beaucoup de problèmes qu'on ne voit pas, mais qui affectent les espèces de par le monde avec ce réchauffement climatique. Et on s'en rendra compte au bout d'un moment, mais je pense que quand on s'en rendra compte, il sera un petit peu trop tard, hélas. Et on aura beaucoup d'espèces qui ont déjà disparu. Il y a tellement de menaces. Tu parlais justement entre guillemets, en rigolant, qu'on parlait que de mauvaises nouvelles. Mais à chaque fois, on parle de mauvaises nouvelles qui sont différentes. Et je pense que les auditeurs et auditrices, et puis les gens aussi qui sont dans les divers domaines, prennent justement conscience qu'il n'y a pas que les menaces qu'on connaît nous directement, il y a aussi plein de menaces un petit peu extérieures qui font qu'on noircit petit à petit le paysage et on va dire la ligne chronologique qui nous attend dans un futur proche. Donc c'est aussi important de parler de ce genre de disparition là, voilà. Hélas. Bon. Hélas. Et c'est comme ça qu'on termine l'épisode du Courrier de la Sterne d'aujourd'hui. On espère, même s'il se finit mal, que celui-ci vous a plu. Sophie, un très grand merci encore à toi. On rappelle qu'on te retrouve sur Entracte Science, sur Twitter @leplumeux, sur Twitch également, le mardi à partir de 15h, 14h, 14h, voilà. Alors pas des streams toutes les semaines, mais régulièrement. N'hésitez pas à aller voir Miss Plume. Nous, chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. En attendant, vous pouvez toujours voir les anciens épisodes sur notre chaîne YouTube ou directement sur les différentes plateformes de streaming associées et d'écoute. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter @spotcdls si vous voulez retrouver les émissions, et c'est à peu près tout ce qu'on poste en réalité sur le c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous et salut à toutes.